Les monilioses sont un complexe de maladies fongiques induites sur les arbres fruitiers à noyaux et à pépins. L'apparition et le déclenchement, parfois remarquables, de ces maladies est amplifié par des conditions climatiques particulières au cours des phases de débourrement et de floraison, mais également et surtout en phase de post-récolte. La moniliose est connue également sous le nom de monilio du pommier, brûlure nécrotique des prunoïdes, pourriture brune des fruits ou route brun des arbres fruitiers. Particulièrement signalée sur des espèces ligneuses, elle touche essentiellement les rosacées à pépins, ainsi que toutes les espèces fruitières à noyaux, surtout le pêcher, le prunier et le cerisier. Sur les rosacées à pépins, elle est causée par le champignon Monilinia fructigena et d'un degré moindre par Monilinia laxa, mais plus rarement par Monilinia fructicola. Ce dernier affecte surtout les rosacées à noyaux. Les agents causaux peuvent infecter les inflorescences, les fruits juvéniles ou mûrs, les boutons ainsi que les jeunes rameaux. La plante peut être infectée presque courant tous les stades. Mais les symptômes sont très apparents lors des phases de formation et de maturité des fruits et même en post-récolte. Chez le pommier, les fleurs infectées deviennent marron, se dessèchent et tombent. Si les inflorescences demeurent attachées sur pied, le champignon se développe sur les pédicelles pour atteindre la pousse avoisinante. Les pousses, ainsi infectées, développent des chancres ellipsoïdes et fusoïdes, avec des lésions couvertes de mycélium et de spores grisâtres. Sur le fruit, des pourritures brunes apparaissent d'abord, sous forme de taches brunâtres molles, qui s'étendent rapidement et se recouvrent de masses sporifères blanchâtres ou crème, qui s'arrangent sous forme de cercles concentriques sur la surface du fruit. Les pourritures peuvent atteindre les autres fruits rapidement, et ce, par simple contact. Les fruits pourrissent complètement au bout de 48 heures si les conditions sont favorables. Chez les rosacées à noyaux, en particulier le pêcher, l'amandier et le prunier, les fleurs peuvent subir des brûlures et des brunissements, conduisant à l'avortement et donc à la réduction de la production de la saison courante. Le champignon gagne par la suite les rameaux porteurs, induisant ainsi des brûlures. La pourriture brune des fruits est la forme symptomatique la plus sévère de la maladie. Elle est signalée beaucoup plus sur les fruits mûrs. Des taches brunes, luisantes, petites et circulaires se développent sur la surface du fruit et se propagent rapidement sous certaines conditions, détruisant le fruit entier en quelques heures seulement. Les fruits en phase de nouaison sont plus résistants que les fruits arrivant à maturité. Les fruits tombent sur le sol ou restent attachés sur l'arbre, prenant une allure momifiée. Sous conditions d'hyperhumidité, des fructifications grises, cendreuses du champignon apparaissent sur les lésions du fruit. Ces structures sont appelées sporodochies qui produisent d'énormes quantités de conidies, assurant des nouvelles infections.
Les symptômes des monilioses furent décrits pour la première fois par Persoon vers 1796. Alors que le genre Monilinia fut proposé par Honey en 1928 et étudié exhaustivement par Hetzel. Il dérive du genre Sclerotinia, étudié par le mycologiste autrichien Fuchel. Vers la fin du XIXe siècle, il fut établi que deux agents causaux sont à l'origine des pourritures brunes en Europe. Monilinia fructigena et Monilinia laxa. Monilinia fructigena hiverne dans des chancres formés sur les rameaux et les brindilles. Ces chancres produisent des masses de spores au début du printemps, qui se propagent facilement par les vents, les pluies, ainsi que par les insectes, pour infecter les inflorescences, les pousses et les jeunes fruits. Les infections initiales sont favorisées par un temps humide et relativement doux. Les fruits mûrs exhibent des pourritures suite à des infections latentes ou par des blessures préalables. Il se peut que les rosacées à noyaux soient une source potentielle des infections du pommier. Dans les aurès, par exemple, il n'est pas rare de rencontrer des pieds de cerisier au niveau d'un verger de pommier. De même que dans le cas des rosacées à noyaux, Monilinia fructicola en cause hiverne sous forme de mycélium résiduaire au niveau des fruits momifiés. Surtout ceux qui demeurent attachés sur pied ou encore sur ceux tombés sur terre. Ainsi qu'à l'intérieur des chancres des rameaux infectés l'année précédente. À l'arrivée du printemps, ces mycéliums produisent des nouvelles conidies, alors que des pseudosclérotes, des fruits tombés sur terre, produisent des apothécies au niveau desquels se forment les asques et les ascospores. Ces derniers, ainsi que les conidies, sont les deux principales formes infectieuses initiales qui attaquent essentiellement les inflorescences et qui se propagent par le vent, les pluies et l'effet splash de ces dernières. Les infections prennent de l'ampleur jusqu'à l'été, pour atteindre une phase concentrique sur les fruits mûrs. Dans ce cas, le champignon cause une macération intense des fruits suite à l'action des enzymes pectolytiques. Un temps chaud, humide et des durées d'humectation relativement prolongées favorisent le développement de cette maladie. À 20 degrés Celsius, une imbibition pendant 3 à 5 heures induit une infection remarquable. L'optimum de l'infection est de l'ordre de 25 degrés Celsius. Le genre Monilinia est rangé au sein des Ascomycètes sclerotiniacées, impliquant le fait que les taxons ont la capacité de produire des structures fongiques ou hybrides sclérifiées, extrêmement résistantes aux conditions défavorables du milieu. Sur ces sclérotes s'émergent des ascocarpes de type apothès, des carpophores sous forme de coupe. Mais les conditions ainsi que les mécanismes de leur formation et émergence restent peu connus. D'ailleurs, la formation de ces structures sexuées est très rare, car les champignons sont capables d'initier et d'amplifier les infections par les spores asexués ou encore les mycéliums résiduaires. Des différences marquent les trois espèces Fructigena, Fructicola et Laxa, à l'échelle des dimensions des conidies, du diamètre des ifs, de la germination des conidies et de la sporulation. Les pathogènes se propagent facilement, à moyenne et à grande distance, à travers les fruits, les inflorescences, les feuilles et les boutures. Les monilioses sont favorisées par les conditions climatiques exceptionnelles, marquées par des pluies printanières abondantes lors de la floraison et une forte humidité prolongée au cours de la période de maturité du fruit. Dans plusieurs pays européens, les monilioses sont considérées comme étant des maladies de quarantaine.
Leur découverte, dans certains pays du vieux continent, est récente. Par exemple, en 2001, en France et en Espagne, au niveau de certains vergers de pêcher. Et en Italie, en 2009, au niveau des lots de stockage des nectarines. Après ces signalements en série, l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes déplaça l'espèce Monilinia fructicola de la liste A1 vers la liste A2. En Chine, Monilinia laxa est toujours considéré comme étant un organisme de quarantaine. Alors que dans certains États américains, à savoir le Maine, New York, le Rhode Island et le Massachusetts, les pathogènes furent découverts sur cerises de la variété Surfer en 2009. En revanche, sa présence en Californie date de plusieurs décennies. Il est à noter que les monilioses n'ont pas été officiellement signalées en Algérie, même si des symptômes similaires furent signalés fréquemment par certains agriculteurs, notamment sur les inflorescences de pommiers et de cerisiers. Monilinia fructicola était à l'origine de lourdes pertes allant jusqu'à 40% de la production des pêches et des cerises aux USA et en Australie. D'autre part, Monilinia fructigena est moins dommageable. Car, même si les taux d'infection dépassent fréquemment les 30%, les dégâts constatés sont de l'ordre de 5% en moyenne en stockage. Les fruits à noyaux se caractérisent par une durée de vie post-récolte relativement courte, passant rapidement d'une maturité idéale aux fruits trop mûrs. Ceci est lié en partie à la température et aux manipulations. En général, la maturité des fruits à la récolte déterminera la durée de vie post-récolte. Une maturité de récolte trop élevée augmente la sensibilité des fruits à la pourriture. D'autre part, une maturité à la récolte trop faible diminue son potentiel de la qualité de saveur et de texture. Les pourritures à Monilinia se développent régulièrement en phase de post-récolte, pendant le stockage et le transport, et peut être généralement plus sévère que dans la phase de pré-récolte, avec une incidence allant jusqu'à 58%. Les pertes peuvent être très coûteuses, en raison des coûts cumulés de culture, de récolte et de stockage de ces fruits de grande valeur. Certaines pratiques culturales sont essentielles pour la gestion de ce problème. Elles consistent en un nettoyage du verger, en minimisant le potentiel d'inoculum, réduisant ainsi le risque d'infection des fleurs et des fruits. L'élimination de tout ce qui reste du fruit de l'arbre après la cueillette finale limite l'infection de ce dernier et réduit l'apparition des chancres sur les jeunes rameaux. De plus, cette pratique empêche la formation des fruits momifiés juste à côté des fleurs sensibles au printemps. L'éclaircissage est fortement recommandé. En général, les fruits éclaircis, avant le durcissement du noyau, se décomposent rapidement. Tandis que ceux éclaircis, après ce stade, s'infectent au niveau du sol, du verger, et servent comme source de spores. La destruction superficielle des fruits momifiés et leurs enfouissements contribuent dans la réduction de l'inoculum primaire. Une fertilisation excessive peut influencer l'encombrement des branches et limiter la circulation de l'air, empêchant ainsi un séchage rapide, favorisant par la suite la prolifération des agents pathogènes. Les applications de calcium avant la récolte réduisent l'incidence de la maladie. Les irrigations disproportionnées sont à éviter.
notamment au cours des derniers jours qui précèdent la récolte, afin de réduire les possibilités de formation des lésions qui prédisposent les fruits à l'infection par Monilinia. Il faut éviter une plantation mixte de pommiers avec certaines rosacées à noyaux. Cas du cerisier, qui représente une source initiale des monilioses sur Golden Delicious, notamment. L'application des fongicides est beaucoup plus recommandée sur les rosacées à noyaux. L'efficacité fut prouvée depuis les années 50 par le captane et le dichlorant. Mais actuellement, on utilise fréquemment les benzimidazoles et le thiophanate méthyle au cours de la floraison. D'autres spécialités, comme la vinclozoline, l'iprodione, la triforine, ainsi que le bitertanol, ont démontré une efficacité remarquable contre les monilioses. Mais leurs applications sont fréquemment répétées au cours de la saison. Pour prévenir les infections à la récolte, ainsi que pendant le stockage et le transport, les fruits doivent être cueillis et manipulés avec le plus grand soin, pour éviter les piqûres et les écorchures. Les fruits présentant des taches de pourriture brune doivent être jetés. Les surfaces de contact entre les fruits présentent des microfissures, des cuticules plus fines et des micro-environnements qui les prédisposent à l'infection. La protection contre le réchauffement après la récolte et le passage rapide au refroidissement sont donc importants pour éviter un ramollissement excessif de la chair et aussi pour réduire la pourriture en post-récolte. Eu égard à la question de la vulnérabilité des fruits aux opérations classiques de traitement en phase de post-récolte et pour des raisons environnementales et de santé, le recours aux méthodes de lutte alternatives dans le cas des monilioses est plus qu'une nécessité. Cela est réalisable suivant 3 stratégies. 1. Le contrôle biologique par des micro-organismes antagonistes, comme certaines Pseudomonas, Bacillus subtilis, Panthoea agglomérans, ainsi que les champignons Oreobasidium pullulens et Epicoccum nigrum. 2. Par l'utilisation des composés naturels bioactifs. Cas de certains extraits végétaux ayant montré une inhibition considérable de la pourriture brune. L'acide chlorogénique et son isomère, l'acide néochlorogénique. 2 principaux composés phénoliques entrant dans la composition chimique de la chair et la peau de 3 cultivars de pêcher. Par ailleurs, des extraits volatiles de Brassica carinata ont démontré une efficacité inhibitrice de 80%. De même que pour l'acide jasmonique, particulièrement efficace pour ses effets fongistatiques. On utilise également le chitosane pour inhiber le développement végétatif des monilinia. 3. Le recours à certaines méthodes physico-chimiques, telles que le traitement des fruits à l'eau chaude, par immersion, par pulvérisation ou par brassage, notamment chez les espèces à noyaux. Des études ont démontré que la germination des conidies de Monilinia laxa, Monilinia fructicola et Monilinia fructigena peut être complètement inhibée, avec une immersion dans l'eau à 55 degrés Celsius pendant 60 secondes. Le traitement par irradiation est peu appliqué, mais des composés inertes sont de plus en plus utilisés, comme les carbonates et les bicarbonates de sodium, les sorbates de potassium et les propionates de sodium. Ces produits présentent comme avantage une stabilité et un usage précoce avant la récolte. Parmi les méthodes de lutte prometteuses, le lavage des fruits à l'eau ozonée ou électrolysée.
Une exposition, pendant 1 minute, dans de l'eau ozonée, réduit considérablement l'incidence de la pourriture brune.